téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir et bienvenue à cette édition du soir sur la télévision Tambara. Point de presse animé ce matin à la direction de la météorologie nationale en cours d'information de la population nigérienne sur la prévision climatique saisonnière pour la saison 2022 sur le Niger. Suivons plutôt le directeur général de la météorologie nationale dans cet extrait avant de le retrouver en partie magazine de ce journal. En termes de prévision, donc cette année encore, parce que c'est ces années effectivement, il est prévu, n'est-ce pas, et des précipitations au-dessus de la moyenne, avec une tendance normale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette année, nous attendons encore à des fortes précipitations en termes de quantité, et qui vont sur pratiquement toute la bande agro-pastorale de notre pays, où nous attendons vraiment à une situation de pluviométrie excédentaire à tendance normale. Ça veut dire que, en tout cas, de façon générale, les fortes chances qu'on ait des précipitations qui sont au-dessus de la moyenne. Et comment nous faisons ce travail-là? Donc nous avons un certain nombre de prédicteurs que nous regardons, et où ce travail d'ailleurs il est fait depuis 1998 à la demande des producteurs qui ne savaient pas à quel sens se vouer en début de saison, surtout ces dernières années où nous avions, dans les années 90, où nous avions vraiment une très forte variabilité interannuelle, où une année ou deux d'excédent est directement précédée des années déficitaires. Donc tout allait en dents de scie. Et donc les producteurs s'est demandé, et c'est ainsi que l'ACMAT, le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement, a initié, si vous voulez, pour l'Afrique de l'Ouest, dans un premier temps, donc de chercher un modèle pour pouvoir anticiper sur les aspects de la saison, c'est-à-dire la pluviométrie, mais également les autres paramètres agroclimatiques, comment il faut les prévoir pour... Conférence de presse animée ce matin par le ministère des Finances sur l'accord conclu entre le Fonds monétaire international et le Niger. Le point avec Zainab Gagara et Ibrahim Kantama. Faire la revue triennale appuyée par la facilité élargie de crédit en faveur du Niger, un accord conclu entre les autorités nigériennes et le Fonds monétaire international est l'objet de la tenue de cette conférence de presse animée par le ministre des Finances. Un accord visant à renforcer la gouvernance économique et financière, améliorer l'efficacité et l'efficience de la défense publique tout en formulant de nouveaux engagements. Au grand compte des services qui est censé accompagner le Niger dans la mise en œuvre de réformes structurelles destinées particulièrement à renforcer les bases structurelles de l'économie en ce qui concerne le moyen terme, mais aussi des réformes nécessaires à la mobilisation des ressources et à l'efficacité de la dépense, toutes choses qui entrent dans le cadre du renforcement du cadre budgétaire pour aussi satisfaire aux exigences de nos engagements, notamment ce qui concerne les engagements communautaires, notamment les critères de convergence qui sont arrêtés au niveau de la conférence de chefs d'État. Il consiste à regarder si les engagements que nous avons pris dans le cadre de ces programmes
tant d'un point de vue de certains indicateurs macroéconomiques que d'un point de vue de la mise en œuvre de certaines réformes, qu'on appelle souvent les repères structurels, parce que nous avons respecté nos engagements. Mais au-delà, il appartient aussi au FMI de donner une appréciation de la santé de notre économie et éventuellement des recommandations à nous faire pour que cela s'améliore. Je souligne quand même que les contextes dans lesquels ce programme a été signé, c'est le contexte post-Covid. Nous avons signé un programme. Ce n'est pas le programme du FMI, c'est le programme du gouvernement nigérien appuyé par le FMI. Les engagements que nous avons pris sont des engagements que nous pensons pouvoir respecter. Bien sûr, ces engagements tiennent compte du contexte, c'est-à-dire les contraintes de l'environnement dans lequel nous arrivons. Et nous avons aussi engagé, que ce soit sur, comme il m'a dit, c'est des aspects quantitatifs. L'aspect quantitatif peut être le plus aujourd'hui parlant, ou c'est nous qui parlons à nous tous, c'est le déficit. On s'était par exemple engagé pour la fin de l'année 2021, dans l'exécution du budget, à ne pas dépasser un déficit de 6,6% du PIB. On s'était engagé à ne pas accumuler des arriérés. On s'était engagé à ne pas dépasser un certain plafond de financement, c'est-à-dire le tirage conférence sur les dépôts au niveau du système bancaire et au niveau de la BCEAO. On s'était engagé à ne pas contractualiser des dettes qui mettraient à mal la viabilité de notre dette et par conséquent la soutenabilité des finances publiques. Voilà un certain nombre de critères quantitatifs, des chiffres sur lesquels on s'était engagé sur le programme. Et surtout ces chiffres-là, on les a tous respectés, tous sans exception. Le déficit, on était arrivé à un déficit de 5,9% au lieu de 6,6%. Cet accord conclu entre le Fonds monétaire international FMI et le Niger au titre de la facilité élargie de crédit est un accord sur une période allant de 2022 à 2024. Suivons à présent le communiqué de presse du Fonds monétaire international FMI à cette occasion. Du 4 au 13 mai 2022, une équipe de services du Fonds monétaire international, dirigée par M. Antonio David, a tenu donc des réunions portant sur la première revue de l'accord triennal appuyé par la facilité élargie de crédit en faveur du Niger. À l'issue de la mission, M. David a fait la déclaration suivante. Les autorités nigériennes et l'équipe du FMI ont conclu un accord au niveau des services sur la première revue du programme économique appuyé par la facilité élargie de crédit. Cet accord au niveau des services devra recueillir l'approbation de la direction et du conseil d'administration du FMI. La réunion du conseil d'administration devrait avoir lieu un jour. L'achèvement de la revue permettrait un décaissement à hauteur de 39,48 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 53 millions de dollars américains, pour couvrir les besoins de financement extérieur du pays. Après le net ralentissement qu'il a ramené à 1,3% en 2021, sous l'effet des conséquences néfastes des chocs climatiques et de l'insécurité sur le secteur agricole, la croissance économique devrait repartir à la hausse pour atteindre 6,9% en 2022, à la faveur du redressement de la production agricole et de l'accélération de la mise en œuvre des grands projets d'investissement liés à l'objectif destiné à l'exportation du pétrole brut plutôt relié du Niger au Bénin. Cependant, l'inflation devrait rester élevée en raison de pressions persistantes à la hausse sur le prix des denrées alimentaires, aussi bien au niveau national qu'au niveau mondial. Malgré les perspectives favorables envisagées pour cette année, le Niger fait face à une crise alimentaire aiguë. Environ 4,4 millions de personnes devraient se retrouver en situation d'insécurité alimentaire pendant la période de soutien. Les autorités sont intervenues en approuvant récemment un nouveau plan de soutien pour 2022 en faveur des populations vulnérables. En outre, l'insécurité au Sahel
et l'instabilité politique dans les pays voisins, ainsi que l'incertitude des conditions climatiques, continuent de faire peser des risques sur les perspectives économiques du Niger. La guerre en Ukraine aggrave ces difficultés en accentuant les pressions à la hausse sur les prix des denrées alimentaires au niveau mondial et au niveau local. En riposte à ces chocs, les autorités prennent plusieurs mesures d'urgence, comme l'achat de céréales, en vue de leur distribution aux populations vulnérables, la mise en œuvre d'un plan d'urgence pour l'alimentation du bétail, l'exécution d'un plan d'aide à l'achat d'engrais et de pesticides et la mise en place d'un programme pour améliorer les infrastructures scolaires. Du fait de ces mesures, le déficit budgétaire global devrait se poser temporairement pour atteindre 6,6% du PIB en 2022. Pour autant, les risques de surendettement public restent modérés. Les autorités se sont également engagées à prendre des mesures correctrices en matière de recettes, notamment de lutte contre la fraude fiscale et l'amélioration de l'administration des recettes, afin que les objectifs du programme soient atteints et que le déficit rejoigne la trajectoire du programme à moyen terme. L'accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit aide le Niger à rétrécir son économie et sortir de la pandémie, tout en renforçant la stabilité macroéconomique et en jetant les bases d'une croissance résiliente et inclusive tirée par le secteur privé. Les résultats du programme jusqu'à fin mars 2022 sont satisfaisants dans l'ensemble et la plupart des objectifs macroéconomiques quantitatifs ont été atteints. Les réformes structurelles progressent de manière graduelle. Les autorités prennent des mesures pour rationaliser les exonérations fiscales, perfectionner la gestion des marchés publics et les investissements publics, améliorer l'administration fiscale en encourageant la dématérialisation et accroître la transparence en rendant publiques les informations relatives aux bénéficiaires effectifs des entreprises sélectionnées dans le cadre du marché conclu sans mise en concurrence. Il est crucial de redoubler d'efforts pour renforcer la mobilisation des recettes intérieures et d'élargir l'espace budgétaire consacré aux dépenses prioritaires tout en veillant au rééquilibrage des finances publiques à moyen terme. À cet égard, les autorités nigériennes comptent évaluer et simplifier le système fiscal actuellement en place et accélérer la dématérialisation de l'administration fiscale. Des réformes visant à accroître la qualité des dépenses publiques afin d'améliorer la fourniture des services publics ont également été engagées. Les autorités sont déterminées à accroître les dépenses publiques en matière d'éducation et de protection sociale afin de favoriser le développement du capital humain et de protéger les populations vulnérables. Il est impératif de renforcer le système de gestion des finances publiques pour réaliser ces objectifs. Le FMI continuera à appuyer les efforts consentis par les autorités pour renforcer la gouvernance et la transparence et il se félicite de la publication récente du rapport d'audit des dépenses liées à la COVID-19, tout comme celle du rapport d'audit sur les exonérations fiscales accordées au secteur extractif des replis structurels du programme. La mission salue les mesures que les autorités ont l'intention de prendre pour mettre en œuvre les recommandations ici de ces rapports. La mission a été reçue par son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, et son Excellence Okumoto Mahamadou, Premier ministre. La mission a également tenu des séances de travail avec le ministre des Finances, Dr. Ahmad Djido, le ministre de Pétrole, M. Mohamed Sani Issoufou, le directeur national de la BCAO, M. Maman Naoum Kamel, ainsi que d'autres hauts fonctionnaires. L'équipe du FMI tient à remercier les autorités nigériennes pour leur coopération et pour les échanges constructifs et fructueux qui ont eu lieu pendant cette mission.
Journée mondiale des télécommunications ce jour 17 mai 2022. Vu l'importance de cette journée, la rédaction du groupe Tambara vous propose de suivre ce commentaire de Ramatou Oumarou. Célébrée chaque année le 17 mai depuis 1969, la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information est l'occasion de sensibiliser l'opinion nationale sur les opportunités qu'offre l'utilisation d'Internet et de technologies de l'information et de la communication dans le domaine économique et social. Grâce à la révolution numérique, l'Internet est donc devenu un outil incontournable qui favorise la promotion de la liberté d'expression, d'opinion, ainsi que l'accès à l'information. L'accès à l'Internet est crucial pour l'exercice des droits de l'homme en ligne. L'Internet est un outil qui doit donc promouvoir et faciliter un accès universel, équitable, abordable, de haute qualité à tout le monde, y compris dans les zones d'insécurité sur la base de principes de non-discrimination. Par conséquent, il est urgent de faire bénéficier les jeunes des opportunités offertes par les numériques, en mettant l'accent sur les avantages et inconvénients d'Internet et la protection de la vie privée de l'individu dans le numérique. La Fédération nigérienne du sport des sourds et malentendants a lancé ce 17 mai 2022 au centre de sport de Bukoki le premier tournoi interrégional des sourds du Niger. Avec comme premier match Niamey contre Tawa qui s'est achevé par un score de 2-0 en faveur de Niamey. Nous vous proposons de suivre un extrait de l'allocution prononcée par le directeur de sport pour tous du ministère de la Jeunesse et Sport. Le ministère, comme d'habitude, a vite compris la nécessité d'accompagner les personnes en situation de handicap. C'est ainsi que le ministère de la Jeunesse et des Sports a bien voulu les accompagner avec cette première édition du championnat national de foot pour les sourds et malentendants, qui est donc à sa première édition. Comme je le disais tantôt, le ministre est en déplacement sur Maradi. Donc il m'a fait l'honneur de représenter notre ministère. Je vous assure que nous sommes juste au début et actuellement il y a la Fédération nigérienne des sports pour les personnes en situation de handicap qui est aussi bénéficiaire de cet accompagnement du ministère. Il y a la Fédération nigérienne des sports pour aveugles et malvoyants, FENISAM, qui a aussi bénéficié de cet accompagnement. Il va organiser en mi-juin prochain, Inch'Allah, son championnat national d'athlétisme. Donc c'est vous dire que le ministère a bien compris la nécessité de joindre l'utile à l'agréable, donc d'accompagner les personnes valides et les non valides pour que ensemble on puisse le Niger sur la voie sportive pour qu'on puisse vraiment engager les médailles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Accompagner les personnes en situation de handicap, notamment les sourds et malentendants que nous avons aujourd'hui avec nous. En tout cas, nous avons tâté le terrain ensemble et nous avons compris que cette catégorie de handicap n'a pas beaucoup de partenaires. Donc c'est vraiment le lieu de les accompagner parce qu'ils veulent aussi montrer de quoi ils sont capables. Et on l'a vu maintenant, on a vu la première mi-temps, vous et nous. Donc c'est vraiment des gens qui sont à mesure de représenter valablement le pays partout où besoin sera. Donc nous lançons un vibrant appel à l'endroit des partenaires techniques et financiers de ne pas hésiter vraiment à accompagner cette couche sociale d'une.
À l'occasion de la journée de la femme nigérienne célébrée le 13 mai dernier, Abstou Badaya et Nora Saya, toutes deux photographes respectivement de nationalité nigérienne et algérienne, ont participé à une exposition photo au Centre culturel franco-nigérien Jean-Rouch de Niamey, dénommée Regard sur ma ville Aran Niamey. L'exposition montre les deux villes à travers les objectifs de femmes photographes. Ce que je présente dans cette expo, c'est comme une vitrine, comme une mémoire, sur la ville d'Oran. Enfin, je suis en train de présenter ma ville natale au Nigérien. Je prends ce que je vois dans mon environnement, dans mon quotidien, dans ma société. Et voilà ce que vous voyez sur les photos d'Oran, c'est des marchés, c'est des ruelles, c'est des vieux quartiers, c'est l'ambiance de la société oranaise. C'est une ville très dynamique, très joyeuse. Les gens sont souvent souriants, ils font tout le temps la fête. Je suis très contente de croiser mon regard avec Absatou. C'est une première. J'ai déjà croisé mon regard avec des photographes français, mais avec une photographe nigérienne, je suis très contente. Moi, j'adore la photographie africaine. La photographie africaine, il y a beaucoup de contrastes, beaucoup de couleurs, c'est très beau. L'environnement, il est très beau. Et les photos, ils sont très réussis. J'ai hâte de prendre des photos en fait à Miami. Mon regard sur la ville, il passe à travers les portraits. Les portraits de qui? Les portraits des personnes qui sont dans cette ville, les portraits des activités qui se font dans la ville, le portrait des rues, le portrait de tout ce qu'il y a comme ambiance de la ville. Donc, vous allez voir beaucoup de personnes que je croise en chemin au marché. J'ai fait le grand marché, j'ai fait les écoles, j'ai fait les rues, j'ai fait les femmes qui sont autour des portraits. Donc en fait, c'est vraiment la relation avec ma population, c'est la relation avec les personnes. C'est elle que je montre en fait. Actualité cette fois-ci au Nigeria où une jeune étudiante chrétienne a été lapidée puis brûlée. Cela a suscité de graves tensions au sein du pays. Suivez toujours ce reportage de Africa News. Au Nigeria, des chefs religieux demandent que justice soit faite suite à la lapidation à mort d'une étudiante chrétienne. Cette requête intervient quelques heures après le meurtre ce jeudi de Deborah Samuel, accusée de blasphème contre le prophète Mahomet suite à un commentaire sur les réseaux sociaux. Elle a été lapidée par des dizaines d'étudiants de l'école Shehu Shagari, puis brûlée. 2 suspects ont été arrêtés selon la police. Le meurtre a eu lieu dans l'état de Sokoto où la charia est en vigueur parallèlement au droit commun. La loi islamique a été instaurée en 2000 dans 12 États du nord du Nigeria. Dans l'islam, le blasphème en particulier contre le prophète est passible de la peine de mort selon cette loi. Depuis 2000, seuls 2 musulmans ont été condamnés à mort par des tribunaux islamiques pour blasphème contre le prophète. Jeudi, le sultan, la plus haute autorité spirituelle des musulmans nigérians, ainsi que l'influent évêque de l'état de Sokoto, ont tous deux condamné le meurtre en appelant au calme. Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre Deborah Samuel morte, le visage en sang. Place à présent à la partie magazine de ce journal consacré aux prévisions climatiques saisonnières pour la saison 2022 sur le Niger, ainsi que les avis et conseils de la direction de la météorologie à la population et aux producteurs nigériens. Très bonne réception. En termes de prévisions, donc cette année encore, parce que c'est ces années effectivement, il est prévu, n'est-ce pas, et des précipitations au-dessus de la moyenne, avec une tendance normale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette année, nous attendons encore à des fortes précipitations en termes de quantité, et qui vont sur pratiquement toute la bande agro-pastorale de notre pays, où nous attendons vraiment à une situation de pluviométrie et excédentaire à tendance normale. Ça veut dire que, en tout cas, de façon générale, les fortes chances qu'on ait des précipitations qui sont au-dessus de la moyenne. Et comment nous faisons ce travail-là? Donc nous avons un certain nombre de prédicteurs que nous regardons, et où ce travail d'ailleurs il est fait depuis 1988 à la demande des producteurs
qui ne savaient pas à quel sens c'est voué en début de saison, surtout ces dernières années où nous avions, dans les années 90, où nous avions vraiment une très forte variabilité interannuelle, où une année ou deux d'excédent est directement précédée des années déficitaires. Donc tout allait en dents de scie. Et donc les producteurs s'est demandé, et c'est ainsi que l'ACMAT, le Centre africain pour les applications de la méthodologie au développement, a initié, si vous voulez, pour l'Afrique de l'Ouest dans un premier temps, donc de chercher un modèle pour pouvoir anticiper sur les aspects de la saison, c'est-à-dire la pluviométrie, mais également les autres paramètres agroclimatiques, comment il faut les prévoir pour informer les paysans. Et donc c'est comme ça que depuis 1998, ce travail est fait. Et donc nous sommes beaucoup plus confortés par notre prévision cette année parce que, et vous savez, il y a une zone au niveau donc, du Pacifique. Si vous avez entendu parler de la zone Nino, on parle de El Nino, le réchauffement anormal du Pacifique central, ou de La Nina, ou refroidissement anormal. Ça se passe chaque 2 à 7 ans. Et quand cela se produit, effectivement, ça agit sur le climat mondial. Et pour ce qui est de l'Afrique, quand cela se produit, donc si c'est la Nina, le refroidissement du Pacifique, nous assistons plutôt à une bonne pluviométrie au niveau du Sahel. Alors que quand c'est au contraire un réchauffement, donc El Nino, nous attendons donc à des faibles précipitations. Donc cette année, tout porte à croire que nous allons assister, n'est-ce pas? Et déjà nous assistons à un refroidissement du Pacifique. Donc en dehors de nos modèles qui ont donné, n'est-ce pas, des pluies excédentaires, nous sommes confortés en cela parce que nous savons qu'à chaque fois, et très souvent, quand nous avons cette configuration du Pacifique, nous avons quand même des prévisions de pluies assez conséquentes qui se passent au niveau du Sahel. Alors, et donc pour ce qui est maintenant des paramètres de saison, alors c'est le démarrage de la saison. Le démarrage, c'est quand est-ce la pluie commence de façon effective. Et les dates aussi de fin de la saison. À quel moment sur notre pays les fins de saison vont intervenir. Et nous regardons également les séquences sèches. Ça veut dire les séquences sèches, c'est le nombre de jours successifs sans pluie. Ici, on peut considérer un jour de pluie comme un jour qui a 1 mm de pluie. Voilà. Et donc, le nombre de jours successifs sans pluie, ça veut dire les séquences sèches, ça veut dire également des pauses pluviométriques importantes, comme nous l'avons connu d'ailleurs l'année passée. Bien que l'année passée, c'était un bon exemple, effectivement, parce que bien que beaucoup de localités ont été excédentaires en termes de cumul, on a assisté à une répartition des pluies dramatiques, parce que, et en début et en fin de saison, nous avons assisté à des arrêts très prolongés. Il y en a même qui ont eu un arrêt de plus d'1 mois, n'est-ce pas, dans certaines localités. Et donc, il ne sert à rien d'avoir un cumul assez important pendant que nous avons à des périodes critiques, n'est-ce pas, des pauses assez importantes. Et donc c'est pourquoi nous regardons justement cet élément aussi. Et nous regardons ça en début de saison, ça veut dire du premier jour de l'installation jusqu'à 50 jours à l'intérieur. Et après, nous voyons donc ça va constituer les séquences sèches de fin de saison. Alors, voyons maintenant le premier élément, donc c'est le démarrage de la saison de pluie. Et comme je le disais tantôt, donc nous avons calculé, basé sur la dernière normale, donc la dernière moyenne standard, parce que c'est l'Organisation météorologique mondiale qui définit pour le monde entier et les références, donc les périodes de référence sur lesquelles il faut travailler, que l'on appelle les normales. Avant, les normales, c'est calculé chaque 30 ans. C'est-à-dire qu'on pense qu'il faut en moins de 30 ans pour qu'un climat change un peu. Alors, c'est pourquoi on bâtit nos références chaque 30 ans. On laisse finir les 30 ans avant de voir d'autres 30 ans et calculer la moyenne. Mais avec le changement climatique qui est en train de précipiter les choses, maintenant il y a un glissement de 10 ans qui est fait, n'est-ce pas, chaque fois pour calculer la normale. Et donc c'est important de le préciser pour que les gens comprennent sur quelle base nous travaillons. Et donc ça c'est 30 ans de données, 91-2020. Et voilà comment se présente le démarrage de la saison au Niger, en moyenne. Ça veut dire que ce n'est pas une année donnée, c'est 30 ans de données qui sont moyennées pour pouvoir voir la climatologie de chaque zone du Niger, de la zone soudanienne jusqu'à la zone saharienne. Et donc, vous allez voir qu'à partir de la zone soudanienne, là ici en bas,
là, nous avons la zone soudanaise. Donc tout ce qui est en vert, les dates de démarrage, c'est entre le 15 mai et le 22 mai. Déjà, au niveau de Gaïa, nous avons commencé à rester des précipitations, même assez importantes, donc voyez-vous. Et donc, ce sont des zones dans la zone de Dandi. D'accord. Et nous, donc, en vert clair, un peu donc au-dessus, nous avons donc la date de démarrage moyen, c'est 22 au 27 mai. Et vert très clair, donc un peu vers la Tapoa, n'est-ce pas, et un peu le parc de Douvé, et le centre de Dosso, nous avons donc un démarrage entre le 27 qui intervient normalement entre le 27 et le 5 juin. Et en bleu clair, nous avons donc la communauté de Benengamé qui fait partie de cette bande-là. Donc c'est entre le 5 et le 12 juin que nous généralement intervient le démarrage de la saison. Et un peu donc le bleu un peu foncé, là, c'est entre le 12 et le 9 juin. Et donc ça c'est pratiquement toute la bande sud, disons le centre-sud, ici, donc qui va de Tilaberi jusqu'ici, donc le nord d'Osso, le sud Tawa, un peu donc la zone de Maradi, et sud Zender, sud Maradi également, n'est-ce pas? Bien qu'on ait quand même la bande un peu bleu clair qu'on a sur l'extrême sud de Zender et de Maradi, mais également sur l'extrême sud de Tawa, où c'est du 5 au 12 juin. D'accord? Et en noir ici, pratiquement, en sombre là, donc c'est pratiquement entre le 19 et 26 juin. Donc la saison commence normalement. Et en jaune, donc nous allons, donc nous continuons, parce que là on a un gradient, disons sud-ouest et nord-est. Donc on commence par la soudanienne, comme vous pouvez bien le voir, et ça régresse petit à petit, n'est-ce pas, jusqu'au niveau du jaune, où nous avons le 26 juin au 3 juillet. Donc ça c'est tout ce qui est le nord, le sud Agadez, un peu le nord-est Tawa, le nord de Magaram, n'est-ce pas, mais également le sud-est du Manga. Donc en réalité c'est le 19-26 juin que normalement les précipitations, la saison s'installe. Alors en jaune clair, donc nous avons donc l'intervention de la saison, du démarrage de la saison du 3 juin au 10 juillet, et ça c'est le nord-est de la région de Difa, mais également le nord-est du Damagaram et un peu également dans la zone, n'est-ce pas, sud Agadez. Donc voyez-vous, donc les saisons ne s'installent pas en même temps dans le pays. Donc c'est ça qu'il faut se dire. Donc quand quelqu'un parle, ça c'est allé jusqu'au 30 septembre, ou bien non, ça a débuté en retard, c'est tout, ça dépend de là où on se trouve. Et donc avant qu'on nous donne la prévision de cette année pour le démarrage de la saison, c'est bon de vous préciser qu'en moyenne, voilà la climatologie du démarrage des saisons, c'est notre pays. Passons donc à ce qui est attendu cette année en termes de prévision sur le pays. Et donc, fort heureusement, nous avons un démarrage prévu, un démarrage normal. Donc, comme on vient de montrer la carte, ça veut dire qu'un démarrage normal à tendance même précoce. Donc ça veut dire que la prédominance, c'est qu'on attend en général, c'est que la saison va démarrer normalement. Donc il est très peu probable qu'on ait un retard d'installation. On va avoir un démarrage normal. Même la deuxième tendance, c'est effectivement que ça soit précoce. Donc ce qui est donc du coup favorable, si vous voulez, n'est-ce pas, à la saison. Parce que quand on a un démarrage normal ou précoce, c'est quelque chose qui veut dire que bon, quand ça commence normal, on va avoir moins de pertes de semis et également que les semis auront suffisamment de temps pour se développer. En dehors de ça, on regarde également les dates de fin de saison. Quand est-ce que ça va finir, n'est-ce pas? Mais pour apprécier cela également, il faut que nous regardions, en fait, selon les localités là où on se trouve, et quand est-ce que les saisons ont l'habitude de finir. C'est ça le normal. Donc le normal de fin de saison également ici, comme vous pouvez le voir, c'est toujours, la fin intervient, ça commence par la zone soudanienne, mais ça finit dernièrement par la zone soudanienne. On a bien vu que pour le démarrage, c'est ici, au sud là, que ça commence, mais regardez le bleu, entre le 28 et le 4 octobre, 26 septembre et 4 octobre, et que la saison prend fin en moyenne. Ça peut aller au-delà, ça veut dire que si c'est en retard ou un peu avant, si c'est précoce. Mais en moyenne, donc voilà, dans la zone du Dandi,
qui intervient la fin des saisons. Alors pourquoi? Parce que la mousson qui nous amène des précipitations repose d'abord sur l'océan Atlantique, n'est-ce pas, et qui s'est chargé d'humidité, et ça vient et ça pénètre à l'intérieur du pays, mais en commençant par le sud-est justement, par la zone soudanienne. Et donc l'air mousson qui nous amène la pluie commence à s'installer d'abord au sud-ouest avant de progresser et aller intéresser le nord-est. Et donc il va de soi que les précipitations commencent beaucoup plus au sud et que ça s'installe plus tard au nord. Maintenant, pour la fin de saison, c'est le contraire qui devrait se produire, parce que la mousson va se retirer pour retourner au niveau de la mer, et donc chassée par la Mata. En faisant cela, donc la mousson va commencer à d'abord libérer le nord et progressivement aller dernièrement finir au niveau donc, de la zone soudanienne. C'est ce qu'il faut comprendre. Là également, nous n'avons pas une fin de saison qui intervient dans toutes les localités aux mêmes dates. On va voir que le dernier a été adressé le 28 au 4 octobre, c'est le lundi. Entre le 18 septembre et le 28 septembre, donc tout ce qui est cette zone qui est un peu blanchâtre là, donc la zone de parc de W, le sud et le centre d'Osso, donc toutes ces zones là. Et après, donc le 5 septembre et le 18 septembre, n'est-ce pas, toutes ces zones là en gris, donc tout le reste, donc le centre du sud, la zone sud du pays, pratiquement, là, et déjà le 29 août au 5 septembre, donc tout ce qui est nord Tawa, sud Agadez, nord Zender et nord Mangan. Donc voilà pour ce qui est de la moyenne. Maintenant en prévision, alors là, nous avons deux types de prévisions alors. Non. Donc pour ce qui est des dates excusez là-bas, donc voilà, date de fin de saison, le plus jour. Donc date de fin de saison tardive à Nora sont attendues donc c'est la majeure partie de la zone agricole, n'est-ce pas? De la zone agricole. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette année quand même, par rapport à sa climatologie, chaque localité, de façon générale, il est attendu qu'il n'y ait pas un arrêt précoce. Il y a très peu de chances. Ça ne veut pas dire que la chance est nulle, parce qu'on voit bien que les façons que les producteurs sont alignés. Donc ici, nous savons c'est tardif, donc à 54%, on aura une fin tardive. 35% c'est une fin normale, et 15% seulement pour une fin précoce. Et donc c'est qui est une bonne chose, parce que là, on a très peu de chances qu'on ait ces cas-là où les prestations vont s'arrêter très précocement. Sur ça, nous avons que 15% pour que cela se... Mais il faut toujours notifier que ce n'est pas une probabilité nulle. C'est quelque chose qui va se produire. Seulement qu'il y a très peu de chances que ça arrive. Voilà. Donc nous avons beaucoup de chances que ça aille et donc que ça finisse de façon tardive. L'année dernière, justement, si vous l'avez remarqué, on avait prévu une fin tardive. Même si on avait eu des pauses pluviométriques, la pluie était revenue vers la fin septembre et jusqu'à octobre dans certaines localités. Et nous étions obligés de donner des prévisions, par exemple, pour les régions de Zender et d'Ifa, où de fortes prestations sont tombées vers la fin de la saison et qui risquaient de gâter les récoltes. Et donc, quand on a ce genre de configuration, je crois que ce sont des informations à donner. Et ces informations-là ont servi à ces populations de partir récolter vite et d'engranger. Autrement, ils allaient encore perdre le peu qu'ils avaient eu l'année dernière. Donc, ces informations sont également importantes pour cela. Mais excusez-moi de revenir un peu. Bon, on va continuer. Donc, bon, maintenant, donc, regardons donc les séquences sèches à l'intérieur de la saison. Les séquences sèches en début de saison. Donc, ça veut dire que les jours successifs sans pluie. C'est ça les séquences sèches, les pauses pluviométriques. Et donc, on a prévu pour cette zone en jaune, donc qui va aller du sud-ouest Tawa jusqu'à Tilaberi, Dosso, Niamey, n'est-ce pas? Donc nous attendons à des séquences sèches quand même normales, donc ce qui prédomine, nous avons de fortes chances d'avoir des séquences sèches normales. Et pour ces zones, les séquences sèches normales, ça veut dire que ça ne va pas dépasser 9 à 11 jours. C'est ça la normale. 9 à 11 jours, ou 9 jours disons, en termes normaux, d'arrêt de pluie. Ce qui pourrait être acceptable.
Maintenant, mais la tendance, c'est normal, mais à une tendance longue. Donc il y a des possibilités effectivement, avec de fortes probabilités, effectivement qu'on ait quelquefois si vous voulez, des séquences assez importantes sur les régions en jaune ici, donc qui sont montrées ici en zone. Mais par contre, pour ce qui est de toute la zone, la bande verte, donc qui va d'une partie de Tawa jusqu'à Difa, c'est vraiment, en début de saison, on aura de très courtes séquences sèches avec de fortes probabilités et avec une tendance aux arrêts ou aux pauses pluviométriques normales. Donc ce qui est vraiment réduisant pour cette zone. Alors, on regarde aussi en fin de saison, parce que c'est une période quand même critique vers la fin de la saison, quand, n'est-ce pas, la culture est en train de boucler, n'est-ce pas, son cycle. Donc là, nous avons donc des séquences également, et ce qui prédomine ici, c'est courte ici, donc là c'est très bon pour les zones ouest du pays. Nous attendons à des séquences sèches courtes à normal. Donc ça veut dire qu'on ne s'attend pas vraiment à des trucs prolongés, des arrêts prolongés vers la fin de la saison pour les régions ouest du pays. Et également pour les régions ouest, ce qui prédomine vraiment, c'est la moyenne. Ce sont des séquences sèches moyennes. Et donc moyennes, mais à tendance longue quand même pour ces cas-là. Mais étant donné qu'on privilégie, n'est-ce pas, les fortes probabilités, même si on doit garder dans un coin, que nous pouvons avoir des situations où ces arrêts peuvent quand même être ça et là, un peu longs. Ce qui prédomine, c'est vraiment des séquences acceptables et normales. Voilà donc, si vous voulez, la quintessence des aspects de prévision que nous avons formulés cette année sur le Niger, n'est-ce pas, au niveau de la direction de la météo nationale. Maintenant, suite à tout cela, quels sont les avis et conseils qu'on donne, n'est-ce pas? Parce que, la synthèse, nous attendons à quoi? Globalement à une année de pluviométrie excédentaire, donc on s'attend à beaucoup de pluie. Deuxièmement, nous avons un démarrage quand même normal, une fin également tardive à normal, ce qui en soi est une bonne chose, et des séquences sèches qui sont de façon générale aussi normales, et même courtes sur les régions ouest en début, mais vers la fin, effectivement, nous avons également le normal de façon prédominante, mais également qui pourrait avoir des situations longues. Mais en se concentrant sur l'aspect humide de la saison, donc il y aura certainement des risques qui seront relatifs, si vous voulez, aux inondations. Donc on s'attend véritablement nous avons des risques élevés d'inondation cette année également. Et nous avons le risque des ennemis de culture, n'est-ce pas, qui préfèrent les périodes humides. Et nous avons également pour les maladies hydriques. Parce que vous savez, l'année dernière, bien qu'on ait eu beaucoup d'arrêts, vous savez, on a eu une épidémie de choléra due aux fortes précipitations qui sont tombées. Même si on n'a pas beaucoup parlé de ça, il y avait eu plus d'une 60aine de morts dues au choléra l'année passée. Et cela également est lié au fait que s'il y a des pluies en abondance, il y a certaines maladies qui sont liées à cela et qui se développent facilement. Et donc tous ces risques, on va le voir, sont quand même assez élevés cette année. Et pour le volet agriculture et pastoralisme, donc nous recommandons, n'est-ce pas, et aux producteurs et aux autorités, mais également les partenaires de développement, les ONG par exemple, qui travaillent avec ces agro-pasteurs, de soutenir le déploiement de techniques climato-intelligentes d'augmentation des rendements des cultures. Donc nous attendons à une bonne pluviométrie, donc c'est le moment de mettre le paquet pour produire vraiment suffisamment. Et dans nos choix de variétés, on peut utiliser ce que nous avons l'habitude d'utiliser dans notre zone climatique, pas qu'on exporte n'importe. Par exemple, quand on est dans une zone au milieu, qu'on dise qu'on va aller prendre une variété qui se trouve beaucoup plus au sud, là, avec une très longue période, non. Mais par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, on peut le faire sans gêne. Parce que vous savez, souvent quand on prévoit des situations de précarité des pluies, quand vous prenez ce que vous avez l'habitude de faire, ça peut ne pas boucler son cycle. Mais maintenant, avec cette configuration qui est attendue, donc on peut quand même investir le maximum. Donc investir davantage dans les cultures de haut rendement tolérantes aux conditions humides, renforcer les dispositifs d'information, d'encadrement et d'assistance agro-hydrométéorologique des producteurs. En ce qui nous concerne, nous sommes disposés à accompagner n'importe qui est intéressé, n'est-ce pas, à avoir des informations sur l'évolution, n'est-ce pas, de la campagne. Nous avons pour cela
les bulletins de veille, de surveillance, chaque 10 jours, nous suivons depuis le début de la saison jusqu'à la fin, comment dans chaque région du Niger, la situation du pastoralisme, mais également des cultures se comporte. Donc également, c'est libre, ces informations sont accessibles. Et si vous voulez également des conseils, nous sommes ouverts, n'est-ce pas, à tout le monde. Prévenir aussi les épizooties à germes préférant les conditions humides. Vous savez, chaque condition climatique a son type de germes, ou des épizooties qui peuvent se les techniciens de l'agriculture dans toutes les localités du Niger le savent, et donc il faut les approcher parce qu'il y a un type, n'est-ce pas, des types qui sont associés aux conditions humides qu'il va falloir surveiller, et renforcer la vigilance aussi contre les maladies et les ravageurs de culture, les chenilles, les jauneurs et autres insectes nuisibles. Il va falloir également renforcer la surveillance, n'est-ce pas, des zones grégariennes, les criquets pèlerins, un peu plus au nord, parce que vous savez, c'est aussi, ça dépend aussi du climat et surtout des précipitations qui, quand elles tombent dans les localités du nord où elles peuvent donner de la végétation verte, effectivement, ça peut faire que ces éléments de culture-là se développent et que ça vienne ravager. Mais donc c'est pourquoi dès maintenant, il va falloir surveiller ces zones pour les contrôler d'éventuels développements de ces éléments de culture. Faciliter aux producteurs l'accès aux semences améliorées et des intrants agricoles, consulter régulièrement les services d'agriculture et l'élevage locaux et sur la méthodologie pour des conseils et des mises à jour. Pour ce qui est des risques d'inondation, effectivement, il faut, pour atteindre ces risques, pour les personnes, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu beaucoup de morts ces dernières années à cause des inondations. Des animaux, on a eu beaucoup de pertes de cheptels, surtout au nord. Les cultures et les biens matériels, il est recommandé donc de suivre de près les soins d'alerte dans différents sites à haut risque d'inondation. Donc, généralement, nous savons qu'il y a des zones qui sont connues pour être inondées facilement. Donc, il va falloir surveiller les seuils. Donc, quand on s'approche, n'est-ce pas, du seuil, il va falloir prendre les mesures à temps. C'est le cas du fleuve Niger, par exemple, où le ministère de l'hydraulique, et donc à travers la direction de l'hydrologie, a un système de vigilance de suivi du fleuve qui va du jaune, du vert même, vert donc ça n'y a rien, jaune, attention, le niveau est en train de monter, et orange, attention, nous sommes en train d'aller à un seuil qui pourrait être constitué un véritable danger. Déjà donc il y a un petit débordement qui est fait au niveau de l'orange, et rouge, quand ça vient au rouge, il faut déclencher, c'est vraiment la catastrophe si des mesures ne sont pas prises. Et donc c'est de tels systèmes de vigilance existent sur le fleuve Niger. Et nous avons développé ici à la Direction de la météorologie nationale une plateforme. Et on peut donner donc, quand vous faites le 3W, météo-niger.org, de chez vous, vous pouvez suivre tout ce qui se passe sur le fleuve Niger. Et ces soins de vigilance, vous pouvez le suivre au jour le jour, chaque heure par heure. Donc c'est libre, c'est un site qui est libre, qui a été développé et avec n'est-ce pas, l'aide de l'Italie, de la coopération italienne, à travers donc le Centre national de recherche et donc de l'IBE, l'Institut de bioéconomie, avec lequel nous collaborons de façon régulière. Renforcer la communication des prévisions saisonnières, prévenir l'occupation anarchique des zones inondables. Là, c'est des véritables casse-têtes. On sait tous que chaque année, il y en a qui ne comprennent pas. On dit qu'il peut y avoir des risques d'inondation. Si vos zones-là sont inondables, au lieu de quitter, aller chercher et se placer en hauteur ou en zone non inondable, non, les gens préfèrent rester, je ne sais pas pourquoi. Des fois, il semble que c'est pour avoir quelque chose par rapport à ça. Je crois que c'est vraiment pas de l'amusement. Il faut que les gens sachent que c'est un danger. Mais là, les inondations sont parmi les plus meurtrières des catastrophes hydrométéorologiques au niveau du monde. Assurer le curage régulier des caniveaux d'assainissement. Mais il ne s'agit pas seulement de curer les caniveaux. Vous allez remarquer, vous sortez tout de suite à Niamey, vous allez voir qu'on a curé les caniveaux. Mais tout est déposé juste en place, juste à côté. Juste à la première pluie, ou même avant, tout va retourner encore là-bas. Non seulement on met de l'argent pour faire ce travail-là, après, il n'y aura rien ça ne va pas servir. Parce que les caniveaux, ce n'est pas les dessins. C'est les ingénieurs qui prévoient, quand ils voient des caniveaux, c'est qu'on a un espace où l'eau va tomber à une certaine quantité qu'on veut évacuer. Et pour ça, ça a une profondeur et ça a une dimension. Des fois, c'est de forme rectangulaire ou cylindrique. Ça dépend des types de terrain. Mais ce n'est pas par hasard qu'on le fait. Quand on a un dimensionnement, c'est parce qu'on sait la quantité que ça va drainer, pour que ça va dégager, pour qu'il n'y ait pas
et l'eau qui va stagner pour faire inonder la zone. Alors, dès que vous mettez des choses à une certaine profondeur, même quelques centimètres, le caniveau ne peut plus jouer son rôle. Ça, il faut se le dire. D'abord, on n'a pas un bon réseau. Mais le peu de réseau qu'on a, il faut quand même bien l'entretenir pour que ça joue son rôle. Et donc, le fait de prendre du sable, de poser en bordure de caniveau, vraiment ça, c'est pratiquement nul. Autant ne pas donner l'argent pour faire ce travail-là, parce qu'on sait tous qu'il y a la première pluie, ça va retourner. Entretenir et rehausser les digues. Donc les digues que nous avons, par exemple, le fleuve Niger, et un peu partout, je crois qu'il y a des digues, il va falloir dès maintenant regarder et rehausser. Entretenir les habitations pour les rendre moins vulnérables aux fortes pluies, afin d'éviter les écoulements pouvant entraîner les pertes en vie humaine, en sachant que la Direction générale de la protection civile a déclaré et que ces dernières années, les pertes en vie humaine enregistrées, par exemple en 2020, il y avait 48 morts suite aux inondations. L'année dernière, il y a eu 70 morts. Et de ces morts-là, 2 tiers ont été entraînés par les écoulements de maisons. Chose qu'on peut éviter aisément. D'accord? Donc c'est dit à quoi? Ça veut dire qu'on a des maisons, donc on dit d'éviter de revenir dans les habitations dégradées ou vulnérables, notamment des maisons en balcon, qui ne sont pas entretenues, quoi, pour éviter des effondrements sur les personnes. Souvent c'est la nuit, les gens se dorment dans leur maison, ça tombe sur eux et puis on a des pertes invisibles. Donc ça on peut aisément l'éviter, par exemple en faisant à côté de chez soi. Si on sait que notre maison ne tient pas ou n'a pas été entretenue pendant plusieurs années, et juste même on peut faire des cases en paillotte, au cas où qui est bien protégé, et que quand il y a des fortes pluies, il faut s'abriter dedans. Jusqu'au passage de ces précipitations, on pourrait éviter également des vies, et on peut utiliser plusieurs d'autres techniques pour éviter cela. D'accord? Donc voilà pour ce qui est de cela. Mais bien qu'on ait prévu une prévision donc excédentaire de façon globale sur l'ensemble du pays, on pourrait s'attendre à des poches. Je dis tout le temps, hein. On peut avoir des petites poches quand même ça et là, où on peut avoir des déficits ou des bibliométries moyennes ou déficitaires. Et donc, auquel cas, il faut savoir donc s'attaquer à ces genres de zones-là pour, n'est-ce pas, une assistance à temps pour ces zones. Le risque des maladies donc liées à l'eau, on l'a évoqué. Pour réduire le risque des maladies liées à l'eau, à le choléra, malaria, dengue, bilharziose, diarrhée, toutes ces maladies-là sont liées à de l'eau stagnante. S'il y a beaucoup d'eau, ces maladies pourraient arriver. Et donc, il faut sensibiliser sur les maladies climato-sensibles, en collaboration avec donc, les services de la météorologie, de l'hydrologie et de la santé surtout. Vacciner les populations et les animaux. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27.500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.